Bonjour. Oh là là. Bonjour. Je vois qu'il reste des gaufres. Hein. Je sais pas osé. Bien, vous êtes silencieux. Ouah, ça y est, vous avez les bandanas. C'est marrant. J'étais dans un délire total juste avant, puis là... C'est vrai. Je suis à ce point-là intimidant, je crois pas. En tout cas, vous avez la bonne couleur. Si vous êtes du Nord. Ouais, Oui. On les a équipés en bons représentants de la région Nord. Bon, Denis, merci beaucoup. Avec plaisir. De venir participer à ce Face aux lecteurs. C'est un rendez-vous privilégié pour nos abonnés, pour nos lecteurs, qu'on essaie de multiplier parce que ça donne toujours des moments très sympas. Et Moi j'aime bien parce que c'est sympa de dialoguer avec un journaliste. Mais les questions d'un journaliste ne sont pas toujours les mêmes que celles de téléspectateurs, plus ou moins jeunes, plus ou moins aguerris. Il y a de temps en temps une capacité à être plus direct. Et ce que j'aime bien, moi, c'est finalement je sors de la télé pour expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si un cuisinier sortait de sa cuisine pour expliquer comment il concocte les plats que les gens vont manger en salle. C'est un peu ça. Bon, vous avez vu le totem? The real one, hein? C'est le vrai. C'est le vrai de la saison que vous allez voir. Parce qu'il y a on en a deux. Saison. Il y en a un qu'on double au cas où on le casse, etc., etc. Mais il y en a un qui joue plus que l'autre. C'est celui-là. Et c'est mon avantage, c'est-à-dire que c'est moi qui le récupère. Donc j'en ai une belle collection à la maison. Mais ça, c'est le dernier, avec les 4 terres. Vous voyez, la rose des vents avec le nord, voilà, l'est, l'ouest et le sud. C'est beau. Il est beau, hein. Il est beau de près hein, aussi. Vous pourrez vous approcher tout à l'heure. Vous pourrez faire un selfie avec le totem. On a préparé des petits papiers. C'est l'urne. C'est l'urne de la Voix du Nord. C'est l'urne de la Voix du Nord. Il n'y a pas de conseil, on va pas éliminer quelqu'un. Faut voir. Oh, ça m'embêterait. Hein. Franchement, ça m'embêterait. Hein. Oh, au bout d'un rendez-vous, ce serait un peu dur. Mais on a effectivement essayé de se faire une petite ambiance Koh-Lanta. Bon, je mélange, hein, comme sur les... Hop. Qui est Octave? Prends le micro, mon grand, si tu veux bien. Regarde, il est juste à côté de toi. Alors, Octave, c'est le plus difficile d'être le premier, mais au moins, tu es sûr de poser ta question. Tu as le temps, on ne dira pas dépêche-toi, parce que tu vois ce que je veux dire. Donc, lâche-toi, et on n'est que tous les deux. Les autres ne sont pas là. Comment est venue l'idée des phrases incontournables comme la sentence est irrévocable? Alors, si j'étais menteur, je te dirais, c'est moi qui y ai pensé, j'ai réfléchi, puis un jour, c'est venu. Non, en fait, mon producteur de l'époque me disait, il faut qu'on trouve des phrases chocs qu'on répète à chaque fois. Et comme moi, je suis journaliste, j'avais pas du tout envie de ça. Je dis, attends, ça dépend si c'est quelqu'un qui est éliminé, je sais pas, si c'est une femme, un homme, plus jeune, moins jeune, quelqu'un qui se doute qu'elle va être éliminée, ou quelqu'un qui est totalement surpris, eh ben, je vais essayer d'avoir un discours différent en fonction de la situation. Et on m'a dit, mais non, pas du tout, il faut marketer le truc, il faut qu'on ait quelque chose qui soit immuable et qui revienne à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on a lancé, tu vois, les aventuriers de la tribu Violette ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Donc ça, cette phrase, c'est la même. Que ce soit un violet, un vert, un jaune, un rouge, un bleu ou un arc-en-ciel, je dirais toujours la même chose. Comme je dirais toujours, à la fin, il n'en restera qu'un. Voilà. Les Américains qui ont commencé Koh-Lanta, qui s'appelle là-bas Survivor avant nous, ont vraiment cette habitude de trouver des formules chocs qui reviennent et qui sont retenues. Regarde, dans le langage tous les jours, il y a plein de gens qui disent et ma sentence est irrévocable, j'ai pas l'immunité. Combien d'hommes ou de femmes politiques aujourd'hui disent attends, t'as pas de collier d'immunité, ou moi j'ai pas l'immunité, je peux pas. Voilà, donc ces phrases, ces mots qui sont rentrés dans le langage courant et qui sont finalement des habitudes de langage de Koh-Lanta, c'est ce qui participe aussi, je crois, à la notoriété de l'émission. Okay. J'ai répondu à ta question ? Oui. Tu vois, tu as posé la première, tout va bien, les autres respirent. Hein. Alors, Émeric,
Bonjour Émeric. Bonjour Denis, enchanté. Alors moi j'ai une question depuis plus de 25 saisons maintenant que vous présentez l'émission. Laquelle vous a le plus marqué et pourquoi ? Alors, c'est une question que j'aime pas généralement parce que j'aime pas faire de hit parade. Quand on me dit mais c'est qui ton aventurier préféré ? Qui est le meilleur aventurier ? Quel est l'endroit ? C'est compliqué à dire. Je serais tenté de te dire que celle qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus impacté, c'est la première. Parce que moi j'étais journaliste de sport à TF1 et puis je rentre dans ce grand bain. J'étais sur la première saison qui était présentée à l'époque par un pilote de rallye, patron du Paris-Dakar qui s'appelait Hubert Auriol. Voilà. Et là moi j'arrive, je suis dans le grand bain. On me dit Denis, n'oublie jamais le sourire, le truc. Mais voilà, tout est un peu compliqué et je me lance. Mais ce n'est pas évident aujourd'hui, je ne sais pas si on serait encore capable de donner sa chance à quelqu'un de, entre guillemets, inconnu dans le monde du divertissement. C'est-à-dire que moi, j'avais une petite notoriété dans le monde du journalisme de sport, mais pas du tout dans le divertissement. Et TF1, et je remercie à l'époque Étienne Moujotte, Xavier Couture, Guillaume de Vergès, qui étaient les trois big boss de l'antenne des programmes de TF1, d'avoir eu l'idée de me proposer ce job. Je pense qu'ils n'ont pas fait forcément une mauvaise affaire, parce que ça fait plus de 20 ans, bientôt 25 ans que je fais ça. Je confirme, ils ont une très bonne idée. Merci. Bravo, merci Denis. Merci à toi. Antoine. Bonjour Denis. Salut Antoine. J'ai une question un peu sportive pour vous. Très bien. Vous avez couvert de grands événements sportifs sur TF1, comme la Formule 1, le MAC de l'Euro ou encore la Coupe du Monde. Quel est le moment sportif qui vous a le plus marqué dans votre carrière et pourquoi ? C'est pas à TF1. Le moment sportif qui m'a le plus marqué, c'est le titre de champion du monde. L'année où il a battu le record d'Europe de Stéphane Diagana en 1997, c'était à Athènes, sur 400 mètres haies. Stéphane, qui est quelqu'un voilà, que je considère comme un ami, voilà, j'ai appris à le connaître, on est de la même génération, on a fait l'armée ensemble. Moi comme journaliste, lui comme sportif de haut niveau. Il était au bataillon de Joinville, moi j'étais au CIRPA, donc en fait je venais aussi faire des articles sur leurs activités de sportifs de haut niveau dans le cadre de l'armée. Et voilà, on s'est beaucoup suivis. Et j'ai commenté cette course, j'étais à l'époque encore sur Europe 1, et j'étais comme en lévitation. Parce que Stéphane, il avait un potentiel incroyable, il a été recordman d'Europe, mais il aurait pu être champion olympique, il aurait pu être recordman du monde. Il a souvent été embêté par des problèmes de blessures. Et là, il gagne. Et franchement, c'est un moment que je garderai en mémoire tout le temps, et qui m'a valu d'ailleurs à l'époque le micro d'or. Chaque année, en radio, il y a des récompenses qui sont données. Mais j'étais encore une fois, je ne pouvais pas savonner, je ne pouvais pas me tromper de mots, tellement j'étais dans une espèce de symbiose, d'osmose avec lui sur la piste. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de te parler, j'ai eu la chance de couvrir les 2 victoires françaises en Coupe du Monde de foot. 98 pour Europe 1, je suis sur la pelouse en finale. On garde l'antenne jusqu'à 2h du matin à l'époque. Et autant il y a des règles édictées par la FIFA sur les matchs de poule, sur les quarts de finale, demi-finale, parce qu'ensuite il y a encore des matchs. Mais une fois que tu es en finale et que tu es chez toi et que tu gagnes, mais il n'y a plus de règles. Les mecs de la FIFA, ils peuvent me dire « Ah non, non, tu n'as pas le droit d'aller sur le terrain, on s'en fout ». C'est le bordel noir, organisé. On allait en tribune officielle, les politiques, les stars, les joueurs, les familles de joueurs. Enfin, ça a été un moment de folie. Et puis ensuite, il y a eu 2018, où j'ai eu la chance de présenter le MAC de la Coupe du Monde et de voir cette équipe de France s'imposer en Russie, voilà, avec des moments d'anthologie, quoi. Et le parallèle que je pourrais faire avec Koh Lanta, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais avant la Coupe du Monde, Adil Rami, que vous voyez en ce moment dans Danser avec les stars, il demande à Téléfoot, il dit vous pouvez pas demander à Brognard qui me file un collier d'immunité, ça peut servir si on est un peu dans la mouise pendant la Coupe du Monde. Donc moi, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je donne discrètement un collier d'immunité, un vrai, à notre homme de terrain à l'époque, Frédéric Calange, et je lui dis écoute, s'ils arrivent en quart de finale ou demi-finale, tu lui files le collier. Et donc, on lui file le collier. Il était fan absolu de Koh Lanta. Et là, à ce moment-là, je lui envoie un message, je lui dis mec, si tu gagnes la Coupe du Monde, je te file un totem de Koh Lanta. Donc il gagne la Coupe du Monde,
Et comme un gamin, mais imaginez une compétition régionale ici, il a son sac de sport. Il vient de gagner la Coupe du Monde. C'est l'effervescence sur le terrain. Il va y avoir la remise des récompenses, la coupe, etc. Il se dit « Merde, j'ai mon collier d'immunité dans mon sac ». Il retourne au vestiaire. Il met son collier d'immunité de Koh-Lanta autour du cou. Donc en Mondiovision, devant des milliards de personnes, et sur toutes les photos, regardez les photos du groupe avec la Coupe du Monde, eh bien vous avez mon Adil Rami avec son collier d'immunité. Et franchement, quand j'en ai parlé à mon homologue américain, celui qui présente Survivor depuis plus de 30 ans, qui s'appelle Jeff Probst, je lui ai dit, tu vois, nous, quand on gagne la Coupe du Monde, Koh-Lanta, donc Survivor, est visible avec le collier d'immunité. Et pour finir l'histoire, ce qui est génial, c'est qu'au même moment, on avait dit à Adil, si tu gagnes la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu fais? Et là, il avait dit, je vais mettre Hippon, Teddy Riner. Et donc, on a l'émission en direct. Il mange chez Macron ce soir-là. Et je lui dis, ouais, mais Adil, moi, je voudrais que tu sois en direct dans l'émission parce que je vais te remettre le totem. Je t'avais dit totem, donc j'ai le totem. Donc lui, il se barre du repas. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a oublié qu'il avait dit, moi, je veux faire un combat contre Teddy Riner. J'appelle Teddy et je lui dis, est-ce que tu peux me consacrer 10 minutes ce soir? Il est arrivé en mototaxi, il était déjà en kimono. Et on a fait 1 ou 2 combats de judo. J'étais tellement fatigué après cette Coupe du Monde. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux tellement j'étais fatigué quand il m'a balancé, etc. Il a balancé Adil. Et pour la petite histoire, pour la terminer, encore une fois, le côté sac de sport d'un gamin comme d'un champion du monde. Et il n'a pas osé le faire en direct, ce qui j'aurais tellement aimé. C'est-à-dire qu'en échange du totem, il m'a offert son maillot de la finale. Mais son maillot de la finale, il était trempé de sueur dans un pauvre sac plastique qu'on trouve dans n'importe quel supermarché au fond de son sac. Et à la fin, il me dit, au fait, Denis, avant de repartir à l'Elysée, parce qu'ils m'attendent quand même là-bas, j'ai un truc pour toi. Et donc, j'ai chez moi, dans mon bureau, ce maillot avec voilà, le jour du match, la finale, l'adversaire, etc. Voilà mes bons souvenirs. Merci. Ah oui, c'est à moi. Laïs. Je connais pas ce prénom. C'est du pur Nord. C'est du Nord? Ah oui? Ah ouais? D'accord. Et ben voilà, comme ça, j'ai appris un truc. Donc en ayant participé, en ayant animé pendant plus de 20 saisons Koh-Lanta et en ayant côtoyé les plus grands aventuriers, pensez-vous qu'en participant vous-même à l'émission, vous auriez des chances de la gagner? Alors je vais être très lucide. Aujourd'hui, non. Je suis trop vieux maintenant. Est-ce que j'aurais aimé y participer? La réponse est oui. Tu vois, si tu me dis, est-ce que tu préfères faire Danse avec les stars, Star Academy, Voice ou Koh-Lanta, je n'hésite pas une seule seconde. Parce que Koh-Lanta, ça correspond à mon ADN. C'est-à-dire que moi, j'aime l'aventure, j'aime le dépassement de soi, j'aime la compétition, j'aime le voyage. Voilà, donc c'est vrai que ça représente plein de choses. Maintenant, j'ai pas mal de carences. Je suis nul en équilibre. J'aime pas les épreuves de patience. Et je suis pas forcément le type le plus souple quand il ne s'entend pas très bien avec quelqu'un. Donc, tu vois, il faut, en Koh-Lanta, savoir arrondir les angles. Voilà, donc, gagner, compliqué. Mais m'éclater sur Koh-Lanta, oui, c'est incontestablement la seule émission à laquelle j'aurais pu m'inscrire. On pourrait imaginer une saison avec en candidat des animateurs de TF1 Non. Ben non, parce que si on part 40 jours avec des animateurs de TF1, on met quoi à l'antenne? Il faudrait une version un peu rétrécie. Non, on l'a fait une année avec des anciens candidats de Koh-Lanta marquants face à des sportifs de haut niveau. Voilà, je dis pas qu'il faut jamais dire jamais, mais en tout cas aujourd'hui, je considère que Koh-Lanta c'est une émission pour des anonymes, réalisée par des anonymes. Et c'est ça qui est formidable. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes attaché à cette émission, c'est-à-dire qu'à un moment, Koh-Lanta vous allez le voir le 25 février pour le premier épisode. Les gens que vous allez voir, vous allez les découvrir. Alors vous allez être focus beaucoup plus, j'imagine, sur ceux du Nord, parce qu'on est encore plus chauvin peut-être qu'ailleurs, encore dans le Nord. Et puis la deuxième émission, vous aurez l'impression, certains, de les connaître. Et puis au bout de 5-6 émissions, vous allez rentrer dans l'univers de ces gens-là. Et ils ne seront plus des inconnus. Donc vous allez vous identifier à eux. C'est ça la force de Koh-Lanta. C'est-à-dire que ces anonymes, inconnus, deviennent des personnages familiers dans les familles, que ce soit avec les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Et c'est ça qui est assez magique finalement dans Koh-Lanta, parce que on s'identifie à ces gens-là. Quand on a des personnalités du monde public, sportifs, de la chanson, du cinéma, etc., on ne s'identifie pas à ces gens-là, parce qu'on est trop loin d'eux.
on est curieux. Donc c'est pas du tout le même ressort. Là, quand vous avez des anonymes, vous dites « Oh là là, mais j'aurais jamais fait ça. Mais oui, j'aurais fait exactement comme elle a fait. Elle a bien fait de l'éliminer, etc. » Alors que quand tu es avec une personnalité, tu te dis « Ah ouais, lui que je connais, que j'ai vu au Zénith de Lille chanter devant 4000 personnes, ouais, je suis surpris qu'il fasse ça. » Mais on ne se mettra jamais à la place d'une personnalité. Donc c'est pour ça que je crois que c'est important que Koh-Lanta reste une émission pour des anonymes, même si, encore une fois, c'est pas impossible qu'un jour on puisse, sur un moment très événementiel, organiser quelque chose avec des personnalités. Ah oui ? Si on peut continuer. Oh, j'ai même pas encore dit ton prénom, que toi tu l'as... Ah ben oui, mais regarde, le feutre, il est trop fort. Ah oui, c'est pas aussi anonymisé Alors, que dans l'émission. Eugénie, t'es la plus jeune, t'as quel âge ? 8 ans. Tu prends le micro, regardez-moi. Alors moi, je vais te dire, Eugénie, je vais te dire un truc. Hein. Moi, si à 8 ans, on m'avait demandé de parler avec un micro, avec plein de gens comme ça, j'aurais pas su faire. Donc comme toi, tu sais faire, déjà, bravo. T'es en quelle classe ? CE2. CM2 CE2. CE2. Ouais, CM2, c'est vrai que 8 ans... Mes enfants sont un peu plus grands maintenant, j'ai perdu les notions. Bon, en tout cas, et j'ai vu tout à l'heure qu'en attendant tous les autres, parce que tu étais la première arrivée, tu étais en train de lire un livre. Et là, j'ai dit chapeau, hein. Bravo. Je t'écoute. Avez-vous un animal domestique? Ah là 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 là, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein. J'ai 2 chiens. J'ai un border collie qui s'appelle Lucie, que des femelles, qui est mon chien, qui est mon partenaire de course à pied. Elle doit courir, tu vois, entre ce qu'elle fait dans le jardin et ce qu'on fait ensemble quasiment tous les jours, elle doit courir entre 20 et 30 km par jour. C'est un athlète, c'est une athlète, elle est incroyable. Tu vois, je suis rentré là ce matin, j'étais dans l'océan Indien pendant 3 semaines, je suis rentré ce matin et tu vois, j'ai retrouvé mon chien, elle était persuadée qu'on partait courir. Je dis non, je vais à Lille, je ne peux pas partir. Alors à côté de ça, j'ai un Jack Russell qui s'appelle Zoé et qui a 16 ans et qui est en fin de course. Elle ne voit plus, elle n'entend plus, mais elle mange encore comme 4. Donc comme dit le vétérinaire, tant qu'elle mange, c'est qu'elle ne souffre pas, donc elle continue avec nous. Ensuite, j'ai un chat, une chatte qui s'appelle Billy. Si je te dis la vérité, mes enfants l'adorent, moi je ne l'aime pas tellement. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'elle ne m'aime pas moi. Elle n'est pas sympa avec moi, elle vient jamais, elle a plutôt peur de moi, alors que je n'ai jamais rien fait, mais je vais prendre ma revanche. Je t'explique pourquoi. Parce que sur le dernier tournage de Koh-Lanta, un jour, je fais mon footing et je suis avec ma femme qui est venue me rejoindre et on entend un hurlement comme un bébé qui pleure. Et on dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Et on est au milieu, il faut imaginer les Philippines dans un endroit totalement perdu, on est au milieu des rizières. C'est la fin d'après-midi et donc moi je m'avance dans les rizières et je tombe sur l'animal finalement qui fait ce bruit, c'est un chat. Un chat qui est grand comme ça, qui a quelques jours. Et dans ces régions-là, quand ils ont des portées de chat, un peu comme on le faisait dans le temps, nous on leur mettait le nez dans le terre et puis c'était terminé, eux ils les balancent d'un pont, dans une rivière. Et comme ça c'est terminé, parce que il y a trop d'animaux, ils régulent pas comme chez nous. Et ce petit chat, soit ils ne l'ont pas balancé dans la rivière, mais à côté, et donc ça lui a permis d'avoir la vie sauve, soit c'était juste sur le bord de la rivière et avec l'énergie du désespoir, ce petit chat, cette petite chatte, a réussi à regagner la rive et c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc là, on est en train de courir. Je dis à ma femme, non, mais attends, je ne vais pas courir avec un chat dans les mains. Donc je dis, on le laisse, on va le retrouver plus tard. Et puis on rentre, moi j'ai des choses à faire, etc. Puis d'un coup, je dis, le chat. Et donc on repart avec ma voiture, avec mon chauffeur. Et là, je dis à mon chauffeur, mais quand je dis un chauffeur, j'ai pas de chauffeur en France, hein, là-bas parce que je peux pas conduire. Pour des questions d'assurance, j'ai pas le droit de conduire. Donc, je lui dis, mets les phares dans la rizière, là. Et je trouve pas. Mais on l'entend au loin. Et donc je marche dans la rizière et je retrouve ce chat. Et donc je l'ai pris avec moi. Et ce chat qui était mourant, etc., c'est devenu le chat le plus heureux de la Terre. Parce qu'il est venu dans ma maison, il mangeait comme moi, quasiment. Et puis il s'est très très bien installé chez moi. Et pour te donner la bonne nouvelle, le 20 février, c'est-à-dire plus de 3 mois après mon retour, je vais pouvoir le faire revenir en France. Vous ne pouvez pas vous imaginer, et je tiens à le dire, comment c'est complexe de faire revenir un chat.
j'ai bien dit un chat, hein. J'ai l'impression, quand je demande aux autorités sanitaires françaises de ramener un chat, que je leur demande de ramener un mélange entre un lion et un tigre. Je leur dis un chat. Mais on m'a demandé de faire une piqûre antirabique, évidemment, contre la rage. Une sérologie 1 mois plus tard. Un seul laboratoire dans le monde, c'est à Londres. Donc quand tu es à Manille, il faut que tu envoies le machin, enfin, 1 mois avant d'attendre le résultat. Et tu dois mettre ton chat en quarantaine pendant 3 mois à partir de la date de la piqûre antirabique. Donc 12 novembre, 12 février. Et ensuite, si tu n'as pas quelqu'un qui ramène ton animal, si tu dois le mettre en soute, ça coûte plus cher de ramener un chat comme ça que de prendre une place en business pour un humain. Donc on nage en plein délire. N'empêche que là, moi j'ai été plus patient qu'eux et je leur ai dit de toute façon j'irai au bout. Et donc ce chat, tu sais comment je l'ai appelé? Tu sais pas? Je l'ai appelé, comme Koh-Lanta, je l'ai appelé Colette, mais pas Colette C-O, je l'ai appelé K-O-H-L-E-2-T-E. Tu vois? Alors, je l'ai laissé au bout d'1 mois, parce que je l'ai passé 1 mois avec Petit. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'elle vivait sur mon sac de voyage dans ma maison. Elle trouvait que c'était l'endroit le plus confortable. Elle dormait avec moi, enfin c'était extraordinaire. Et donc on va récupérer ce chat, mais tu te rends compte qu'il va retrouver un autre chat, 2 chiens, qui l'attendent pas, hein, je te le dis tout de suite. Et j'ai oublié, il y a un dernier animal, une tortue, Claude. Tu sais pourquoi on l'appelait Claude? Parce qu'on n'a jamais été foutu de savoir si c'était un homme ou une femme. Donc Claude, ça va, c'est un prénom mixte. Donc voilà, 2 chiens, bientôt 2 chats, une tortue. C'est beaucoup, hein. Ça te fait rêver? T'as quoi comme animal, toi? T'en as? Rien. Rien? T'en veux? Bon, je vais en parler à ta maman. Tu voudrais quoi? Un chien. Un chien? Et quoi? C'est quoi ton chien préféré? Je sais pas. Plutôt un gros ou un petit? Un petit. Un petit, d'accord. C'est plus facile à transporter. Hélène. C'est moi. Bonjour Hélène. Denis, Hélène, tu es en quelle enchantée. classe? Alors, moi, j'ai bientôt 40 ans avec 5 filles. 5 filles? Oui. J'en ai que 3. La petite dernière a d'ailleurs 3 mois. Donc voilà. Oh, bravo. Merci. Et la plus grande? 15 ans. Bravo. Oui. Beaucoup, Sportif. beaucoup de courage, hein. Oh oui. 15 ans après, bravo, félicitations. Merci. Et pas de garçon? Non. Et non. J'arrête là. On ne sait pas. Hein. Non, non, c'est bon. Je m'adore avec les filles, ça va. Donc moi, ma question, c'est, avez-vous déjà eu peur sur un Koh-Lanta? Lequel et pourquoi? Non, avoir des appréhensions, oui, peur, c'est trop fort comme mot. Voilà, des appréhensions, je pense à quelques saisons où on a des incidents climatiques. Je pense au Vanuatu, on a été obligé de regrouper tous les candidats dans une école parce que il y avait un cyclone qui était à l'approche et qu'on ne pouvait pas laisser les candidats sur leur camp. On a fait la même chose aux Philippines il y a 2 ans. Voilà, ce sont des moments comme ça qui sont parfois problématiques et qu'on ne peut pas gérer. Tout le reste, j'ai envie de dire qu'avec l'expérience, avec 25 ans d'ancienneté, pour moi, et plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans pour beaucoup de collaborateurs avec lesquels je travaille, il y a une expertise et une expérience qui font que on arrive le plus souvent possible à anticiper ce qui pourrait être cause d'angoisse ou de grosses inquiétudes. Voilà, mais c'est vrai que en tout cas, c'est un... Il faut imaginer, et les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand tu ne présentes pas? Mais c'est un métier... Koh-Lanta, c'est 150 personnes qui viennent de France, à peu près. Si on met les locaux, on multiplie par 2, donc c'est 300 personnes. C'est un groupe de 300 personnes. 300 personnes, c'est une PME, hein. Et il faut gérer ces gens-là, et c'est pas comme dans une PME, parce que dans une PME, les gens, ils arrivent le matin, ils repartent le soir. Nous, c'est H24. Et pendant 40 jours. Voilà, donc il y a toujours un souci d'être très attentif à ce que font les gens. C'est pour ça que j'ai coutume de dire qu'il y a une organisation de travail très verticale, avec, un peu comme dans l'armée, des chefs, des sous-chefs. Chacun sait ce qu'il a à faire à un instant T, avec une grosse rigueur. Moi, je sais que, par exemple, je suis... absolument intraitable sur les horaires, parce que quand vous êtes dans une région qui vous fait penser au Club Med,
Bah, si vous dites c'est 7h30 le départ, j'arriverai à 8h moins le quart, bah, le lendemain il y en a un qui arrive à 8h. Et on est perdu. Donc il faut garder cette organisation, cette colonne vertébrale très verticale. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui arrivent sur un tournage, qui sont psychologiquement peut-être un peu atteints par un problème familial, un problème personnel, un problème de santé, etc. etc. Et puis d'autres qui, à l'inverse, vivent des grands moments de joie, des moments d'émotion. Vous parliez de la naissance d'un enfant, un mariage, etc. etc. Il y a des gens qui ont du mal à laisser leur famille. Il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas de mal, ont une famille qui, elle, vit plus douloureusement. Donc, c'est pour ça que derrière cette organisation verticale, on a une organisation de vie très horizontale, où là, il n'y a plus de grades, il n'y a plus de responsables. Il y a des hommes et des femmes, et on peut aider les uns et les autres à un instant T pour que finalement, l'harmonie perdure dans un groupe comme celui-ci. Parce qu'il faut imaginer que, par exemple, les gens qui construisent les jeux, ils partent à 5h30 le matin. Ils rentrent souvent tard, ils travaillent en plein soleil, parfois par 35, 36, 40 degrés. Donc c'est compliqué. Donc on se doit avec ces gens-là d'avoir cette organisation horizontale et de leur offrir aussi un confort de travail. Et un confort de travail pour des équipes de tournage, c'est simple, c'est un bon lit, une bonne clim, un bon wifi et une petite bière le soir. Ah oui, on continue. Gaspard. Oh Gaspard. Quel âge t'as Gaspard ? 10 ans. 10 ans. Et donc, t'es en CM2, toi ? Non, 6e. Je comprends plus rien. Mais t'as un an d'avance ? Oui. Ah bah voilà, on m'a pas tout dit. Alors ma question c'est, avez-vous déjà tenté l'épreuve des poteaux hors caméra? Oui. Mais tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure ? J'étais très mauvais en équilibre. Très, très, très mauvais. Donc tu sais, les poteaux au départ, ils sont rectangulaires, ils font 20 par 15, après c'est un carré de 15 par 15, après c'est à nouveau un rectangle de 15 par 10, puis tu termines sur un petit carré de 10 par 10. Tu essaieras, même avec tes pieds à toi, de faire le 10 par 10. Tu vois ? Oh là là, mais c'est des Travis Scott que t'as ? Oui. La classe ! Mes enfants m'en ont offert une paire, donc je sais ce que c'est maintenant. Hein. Le slouch à l'envers, waouh, waouh, waouh. Mais... Donc voilà, non, je suis nul. Nul. Mais j'ai essayé. Je tiens sur la première, la deuxième, la troisième, je commence à être dans un équilibre, tu vois, je suis le culbuto. Et puis j'ai même 10 sur 10, c'est pas possible pour moi. Impossible. Et alors les assurances ne vous laissent pas conduire, mais vous laissent essayer l'épreuve des poteaux. Ouais, mais alors il y a 4 personnes autour de moi qui me tiennent, qui me... Non, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais vous savez, les assurances, il y a plein de choses. Par exemple, il y a des activités, les assurances m'interdisent certaines activités. Je ne peux pas faire de plongée pendant un tournage. Je ne peux pas faire de kitesurf, par exemple. Quand je fais du vélo, je fais du vélo à la seule condition d'avoir en permanence une voiture derrière moi pour protéger. Voilà. Alors, attention, parce qu'on est dans des pays où ils voient peu de cyclistes. Et moi, je fais beaucoup de vélo. Donc voilà, quand j'ai 2-3 heures, j'essaye de partir rouler. Ouais. Et il y a d'autres, à part les poteaux, il y a d'autres épreuves que vous avez, d'autres jeux que vous avez essayés ? Ah ben, je les ai j'en ai beaucoup essayé. J'adore le parcours du combattant, j'adore toutes les épreuves aquatiques parce que c'est mon univers. En gros, j'aime pas les épreuves d'équilibre et j'aime pas les épreuves de patience. Pour la petite histoire, le cochon pendu, vous voyez, vous connaissez cette épreuve. Un jour, je faisais un Koh-Lanta pour une entreprise et la personne qui devait le faire dans une équipe ne peut pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis, tiens, je vais le faire à ta place. Et je me retrouve pendu. Je ne peux pas perdre. J'ai été obligé d'attendre 35 minutes. Mais j'avais les épaules en fusion. Et je me suis dit, mais comment ils font pour tenir 3 heures, parfois plus ? C'est là que je prends conscience quand même que les candidats de Koh-Lanta sont capables de se transcender à un point que même eux n'imaginent pas au moment où ils débutent et l'aventure et les épreuves. Allez, question suivante. Sandrine. Bonjour Denis. Bonjour Enchantée. Sandrine. Alors ma question est sur une des épreuves cultes de Koh-Lanta, à savoir l'orientation. Elle fait beaucoup débat à la maison
parce qu'on a l'impression parfois que c'est pas toujours équitable. Donc on se demandait si vous aviez envisagé parfois de changer certaines règles de cette épreuve. Pour m'expliquer, c'est en fait parce que par exemple on a des candidats qui se retrouvent à 2 sur le même poignard et puis un qui est tout seul, donc qui a plus de chances que les autres. Et puis après, quand un candidat s'en va rejoindre celui qui est tout seul, finalement lui a peut-être passé des heures à chercher les indices, les balises, et puis il est dans la bonne zone et l'autre arrive et puis finalement il va pas vraiment chercher les indices, les balises, et il va se contenter d'aller dans la zone, de le suivre. Chacun fait comme il l'entend, mais vous savez, c'est ça la liberté dans Koh-Lanta. On met en place un canevas avec des règles, et à partir de là, on fait ce qu'on veut. Mais on a déjà vu des aventuriers qui tombent directement sur le poignard sans aller chercher l'élément remarquable et sans aller chercher la balise. Oui, et sans avoir même besoin de revenir à la table d'orientation. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, après, ça avant. Je pense que... Alors, ensuite, vous avez, et on l'a vu cette année, des aventuriers qui sont, même quand ils allaient sur le poignard restant le dernier et qui se retrouvent à 3, ils sont quand même revenus chercher la couleur, repartir, faire leur pas avec la boussole. Maintenant, j'entends ce que vous dites sur le côté injuste, mais encore une fois, ce sont eux qui s'organisent entre eux et ils connaissent les règles. Ils savent qu'il y a 3 poignards et qu'ils sont 5. Donc forcément, il y aura un poignard qui sera cherché par 2, un autre poignard par 2, et il y a un poignard qui sera cherché par... Alors soit ils s'entendent avant, ensuite il y a des règles qui sont... C'est encore le jeu des alliances, là, oui. Comment ? C'est encore le jeu des alliances, du coup. Non, ouais, ou des alliances où... Moi, par exemple, si j'étais candidat sur l'orientation, je me dirais, ok, je veux être tout seul, je vais où ? Je vais au plus loin. Voilà, et c'est souvent ça. Si vous pouvez être certain que si vous choisissez l'élément remarquable qui est le plus près du point de départ, vous serez 2. Parfois 3 même. Il est arrivé qu'on ait 3 sur un même et que les 2 autres soient chacun sur un autre élément. Voilà, parce qu'entre ce qu'ils se disent au départ et puis la confusion, le stress, etc., parfois c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais voilà, en gros, dans Koh-Lanta, quand vous savez vous servir d'une boussole, que vous avez un peu le sens de l'orientation et que vous êtes organisé, vous trouvez un des points noirs. Ensuite, quand vous êtes entre personnes qui ont plus de difficultés avec tout ça, il y a un facteur chance indéniable qui rentre en compte sur le 3e poignard. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais c'est ce qui fait aussi le sel, le charme du truc. Oui. Vous voyez, à chaque fois, il marche dessus. Ça fait débat, donc on en parle, donc c'est vrai que ça garde le suspense. Comprenez bien que, de notre côté, nous, il n'y a aucune intention de pouvoir influencer d'une quelconque manière. Non. Voilà, il y a 3 poignards. Ils sont autour d'éléments remarquables qu'il va falloir trouver dans un premier temps, puis une balise avec une table d'orientation qui vous donnera les orientations à respecter en fonction de la couleur que vous trouvez sur la balise. Une fois que vous avez ça, vous vous débrouillez. Vous êtes 5, il y en a 3. C'est le jeu des chaises musicales. Hein. Celui qui n'a pas de chaise, il a perdu. Et donc ces règles, vous ne pouvez pas, vous, les changer peut-être aussi parce Mais on n'a pas envie de les changer. Mais même s'il y a certaines règles que vous vouliez changer, le jeu il est américain à la base, c'est ça ? Non, il est anglais à la base. Anglais. Donc du coup, c'est eux qui vous imposent. Non. On a quand même une forme de souplesse et de latitude par rapport... On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Sachant que ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que le gardien du temple, c'est nous. Parce que c'est Charlie Parsons, un Anglais, qui a créé ce jeu. Malheureusement, mais c'est là qu'on voit qu'avec les Anglais, on est très différents. C'est-à-dire que Charlie Parsons, il crée ce jeu avec Bob Geldof. Ça vous dit quelque chose ? Celui qui avait fait Live Aid, le guitariste. Et ils sont tous les deux, ils sortent d'école de commerce, ils n'ont pas beaucoup envie de travailler, ils vivent dans une chambre de bonne à Londres, et ils pondent ce jeu. Ils le vendent à la télé anglaise, qui le produit et qui le met à l'antenne. C'est un four absolu. Ils ne vont même pas au bout de la première saison. À ce moment-là, Mark Burnett, un grand producteur américain, dit hop, moi j'ai vu, ça marche pas en Angleterre, ça va marcher aux États-Unis. Il achète. Voilà. Mais ce sont toujours les Anglais qui ont gardé. Et Charlie Parsons, que moi j'ai rencontré, qui est un type absolument incroyable, qui ensuite a fait énormément de réussites, d'autres réussites, notamment dans les comédies musicales. Et Charlie Parsons, qui était donc à la tête d'une boîte qui s'appelait Castaway Productions, a vendu Castaway Productions à Stéphane Courby et à Banijay, qui est la société de production mère de Koh-Lanta. Sachant que la boîte de prod de Koh-Lanta, c'est Adventure Line Productions, mais qui appartient à la holding Banijay. Donc, Koh-Lanta Monde, à l'exception des États-Unis, ça appartient à la France aujourd'hui. D'accord. Sachant que ça s'appelle Robinson en Europe du Nord, ça s'appelle Survivor aux États-Unis, Survivor en Australie, et que c'est les bonnes années, c'est dans 15 pays, les mauvaises années, c'est dans 8.
Oh, suivant. Encore un prénom que je ne connais pas. Limonia. Ça vient d'où, Limonia? Mes parents, je suis italienne, mais c'est inventé. Mais quand vous séparez un peu Limonia, vous enlevez la... Limone, c'est le... Limone, ça fait citron. Citron? Elle adorait le citron. Ça va, ils aimaient le citron? Ma mère, elle adorait le citron. Le limoncello? Donc, ouais. C'est ça? Oh, surtout le citron. Ah bon, d'accord. Donc elle a rajouté un... Et vous savez, moi, dans mon jardin, dans le sud, j'ai des citrons. Et le limoncello maison, c'est bon. J'aimerais bien goûter. Hein. Alors, ma question, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde les émissions, on se bat un peu à la maison, on est toujours déçus, on est frustrés même. Alors, je vois bien que l'équipe, les candidats, c'est très éclectique. Donc, vous les choisissez, je pense, d'une certaine manière. On a l'impression qu'il y a des forts, des moins forts, des personnes qui font beaucoup de tactique. Alors, je me demandais... Je vous arrête 30 secondes. Parce que moi, je vais vous poser une question avant de répondre à la vôtre. C'est quoi être fort dans Koh-Lanta? Par exemple, on parlait de Freddy tout à l'heure. Je l'ai adoré. Ouais. Il savait faire plein de choses. Non mais, est-ce que quelqu'un qui est stratège, c'est quelqu'un qui peut être considéré comme fort? Pour moi, non. Peut-être voilà. Pour d'autres, oui. Ben voilà l'étendue de Koh-Lanta. Moi, je considère qu'il y a 3 éléments majeurs dans Koh-Lanta. Les activités sportives, les épreuves, la survie et la vie sur le camp et la vie en société. Voilà, vous avez tout ça. Et puis, tout ça, vous saupoudrez ça de stratégie et dans les épreuves, etc. Et c'est pour ça que c'est très difficile de savoir qui est fort. Est-ce que quand vous êtes nul en survie, que ça ne vous intéresse pas, mais que vous êtes prépondérant dans les épreuves, vous êtes fort? Est-ce qu'à l'inverse, quand vous êtes une quiche dans les épreuves, mais que vous savez pêcher et aller identifier tout ce qui est comestible dans la nature, vous êtes fort? Et est-ce que parce que vous avez une espèce de mentalité de DRH et que vous avez la capacité d'analyser la personnalité des uns et des autres, donc de vous intégrer au groupe, est-ce que vous êtes fort? C'est là la force. C'est une équation à 3 voire 4 inconnus, Koh-Lanta. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce qu'est le portrait robot de l'aventurier fort. Ce serait, j'ai envie de vous dire, un cocktail, vous mettez dans un shaker, quelqu'un qui dans les épreuves est fort, mais pas imbattable, parce qu'un imbattable, on essaye toujours de le faire partir. C'est quelqu'un qui dans la survie, qu'il soit compétent ou pas, en tout cas va apporter sa pierre à l'édifice avec son énergie ou ses compétences ou les deux, qui n'est pas manchot dans la stratégie, c'est-à-dire qui n'est pas béni oui-oui et qui va quand même, avec les yeux et les oreilles, savoir un peu identifier les choses, et puis qui sait se mouvoir dans un groupe face à des gens de milieux différents et des gens qu'il ne connaît pas. Donc voilà, et vous secouez ça, ce que vous en sortez, c'est quelqu'un qui est pas loin, un homme ou une femme, un jeune ou un moins jeune, un Parisien ou un provincial, c'est quelqu'un qui sera pas loin de la victoire. Alors, tout le monde peut s'inscrire. Bien sûr. Moi, si je veux, je m'inscris. Pourquoi vous venez pas? Je suis nulle dans les... Je sais que je vais être nulle dès le départ. Mais je vais vous dire, il y a 2 critères indispensables. C'est les seuls. Les atouts je vais vous dire, essentiels. non, les 2 critères indispensables. Savoir nager et être en bonne santé. Et j'ai envie de vous dire, être en bonne santé, et les tests sont extrêmement draconiens, à l'image de ce qu'on peut faire pour les joueurs qui signent au Paris Saint-Germain. Et, excusez-moi, on est à Lille, mais en tout cas... On aurait préféré un parallèle avec le LOSC. Oui, je sais bien, mais les examens se passent à Paris. Voilà, et effectivement, savoir nager. Mais alors, je repense à un candidat que dès le départ, il a prouvé qu'il ne savait pas nager. Alors, ensuite, savoir nager dans une piscine et savoir nager dans de la houle, dans une mer noire, avec une épreuve super dure, c'est pas la même. Je vous garantis, il y a des gens qui seraient très à l'aise dans une piscine de 25 mètres et qui, avec une houle de 2-3 mètres, où il faut nager, aller le plus vite possible, voir l'équipe à côté, se faire engueuler par ses partenaires parce qu'on nage pas assez vite, le stress monte vite. Alors, c'est quoi les atouts essentiels pour... Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être capable d'être polyvalent et d'être capable de tirer son épingle du jeu dans les domaines majeurs que sont la survie, la stratégie, la vie en collectivité et les épreuves. Si vous êtes capable de vous mouvoir à peu près sereinement et correctement dans ces 4 parties, alors vous avez des chances d'aller loin dans Koh-Lanta. Avec
une priorité quand même. Celui qui ramène à manger, on a du mal à l'enlever. Dans une équipe, quand quelqu'un sait pêcher, c'est compliqué de le sortir. Parce que vous dites, une fois qu'il n'est plus là, qui va pêcher tu sais, toi? Ben non. Et toi non plus? Toi, t'as jamais pris un filet? Voilà. Mais tout de même, le jeu des alliances, on a vraiment l'impression que ça permet d'aller le plus loin dans l'aventure. Mais je vais répondre à votre question par une... Et cette question-là, je suis habitué parce qu'on me la pose tout le temps. Et je la comprends. Mais Koh-Lanta, s'il n'y a pas les alliances, s'il n'y a pas la stratégie, je ne serai pas devant vous. Ça fait longtemps que ça n'existerait plus. Et vous travaillez dans quel domaine, madame? Oh, dans la banque. Dans la banque. Alors, mais vous travaillez dans un open space avec d'autres gens? Non. Bon, mais ça existe ça dans la banque aussi. Tout à fait. Et puis, vous êtes, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais je vous garantis que dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, parfois aussi dans le milieu amical, les tensions, les luttes de pouvoir et d'influence qui existent de manière peut-être certes un peu exacerbée sur Koh-Lanta, elles existent aussi dans ces mondes-là. C'est se mentir que de se dire qu'il n'y a pas ça. À la Voix du Nord, eh bien, il y a des gens qui sont plus ambitieux que d'autres. Est-ce que l'ambition, c'est une qualité? Moi, je considère que oui. Il y a des gens qui pensent que non. Voilà. Il y a un mec qui est ambitieux. Ah ben ouais, mais t'as vu, il intrigue. Non, il n'intrigue pas. Il a envie d'aller plus loin. Il a envie de progresser. Il a envie d'être au-dessus. Eh ben, dans Koh-Lanta, c'est pareil. Et puis, vous avez le gars qui va le faire en frontal, puis vous avez le gars qui va être un petit peu comme un snake à droite à gauche. C'est la vie, ma bonne dame, Koh-Lanta. Avec, forcément, puisqu'on les met dans des conditions d'une extrême rigueur. On leur file pas à bouffer, tous les 3 jours, il y en a un qui est éliminé, et ils disputent des épreuves avec des gens qui ne connaissent pas et qui sont obligés de supporter. Ça fait beaucoup. Mais dans la vie, c'est ça. Vous savez, et quand j'anime des séminaires de motivation, je commence toujours mon propos par un préambule sur les 4 groupes que j'ai identifiés, moi, avec l'expérience de Koh-Lanta. Vous avez ceux que vous rêvez de rencontrer. C'est-à-dire des gens avec qui vous partiriez en vacances et avec qui vous travaillez les yeux fermés. Ça, c'est le top. C'est le top. Vous avez la catégorie inverse. Aucune confiance professionnelle. C'est-à-dire vous ne ferez jamais confiance à cette personne-là et vous n'avez aucun point commun humain. Vous ne pourrez pas vous entendre avec sa femme, vous n'éduquez pas les enfants de la même façon, vous n'avez pas du tout envie de vivre les mêmes hobbies, etc. Mais ces catégories-là, elles sont assez faciles à déterminer. Il y a une catégorie où vous rêvez de partager le plus de temps avec ces gens-là, puis une autre, si possible, de les mettre. Même si, de temps en temps, quand on est dans une équipe, eh bien, on tombe sur des gens avec qui on n'a rien en commun. Et puis, par chance aussi, des gens avec qui on a tout en commun. Et puis, une fois que vous avez dit ça, il y a 2 autres catégories. Les gens avec qui vous avez de l'affect. Ah, le week-end avec eux, c'est super. Mais dans le boulot, jamais. Jamais parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'atome crochu, on n'est pas en phase. C'est pas facile, ça. C'est que vous avez de l'affect, vous n'avez pas de confiance dans le boulot. Et puis vous avez l'inverse. Des gens, mais dans le boulot, c'est des bulldozers, c'est des Ferrari. Vous y allez, mais les yeux fermés. À côté de ça, rien ne vous rapproche de cette personne-là, humainement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, dans Koh-Lanta, vous avez ce type de personne. Comment faire? Avec ceux qui ont tout, c'est facile. Avec ceux qui n'ont rien, c'est facile aussi. C'est les 2 autres où c'est plus compliqué. Parce que le mec avec qui, sur le camp, t'es vachement bien, tu discutes, c'est chouette. Puis sur l'épreuve, tu dis non mais c'est pas possible. Attends, je vais à droite, il va à gauche. Je dis qu'il faut sauter vers là, il saute de l'autre côté. Quand je dis il faut d'abord mettre le morceau du puzzle du bas, il veut mettre celui du haut. Enfin, rien ne va. C'est la vie. Mais Koh-Lanta, c'est un instantané, c'est une photographie, certes exacerbée, mais de ce qu'on rencontre dans la vie. Les gens qui me disent le contraire, c'est des gens qui vivent ou avec leurs moutons perdus dans la montagne, mais quand on travaille en équipe, on a dans son équipe des gens qui sont plus ambitieux, qui ont envie de plus progresser, qui ont envie d'être plus chefs, qui se planquent pas, qui ont des qualités, qui en ont pas, qui justement arrivent à occulter des carences en parlant beaucoup, etc., etc. Enfin, vous voyez, donc Koh-Lanta, c'est aussi pour ça que ça plaît. Mais je vous garantis, enlevez la stratégie à Koh-Lanta, il n'y a plus de Koh-Lanta. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on continue de regarder malgré tout. Bon, ça va alors. On adore ça quand même. Merci Denis. Merci. Limonia, je retiens. Sébastien.
Oh, Sébastien, il est calme. Dans Koh-Lanta, ce sera un calme au départ, comme ça, un observateur. Oui, mais il faut se méfier des apparences. Ah ben c'est vrai. Oh, il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous avez raison. Votre image, elle est associée à Koh-Lanta donc depuis plus de 25 ans, et vice-versa d'ailleurs. Je voulais savoir dans quelle mesure vous interagissez, alors en tant que présentateur, mais aussi peut-être en tant que, enfin pas producteur, mais en marge de l'émission, pour que le programme reflète complètement vos valeurs et votre personnalité. Alors, c'est vrai que je suis le plus ancien maintenant sur Koh-Lanta. On est 2 avec le patron du son. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je travaille avec des gens qui sont avec moi depuis 10, 15, 20 ans. Et il se trouve qu'en plus, le directeur général de la société de production, qui a commencé comme jeune journaliste sur Koh-Lanta, qui est ensuite devenu rédacteur en chef, puis producteur, etc., est quelqu'un avec qui je m'entends à merveille. Donc, j'ai pas un rôle sur le papier, mais on travaille. Il faut imaginer que la tête pensante de Koh-Lanta, c'est un producteur, un réalisateur, un directeur de production et un chef de projet, plus moi. Voilà. Donc ça, ce sont des gens qui sont en permanence en communication entre ceux qui sont sur les îles, ceux qui sont sur les jeux. Et donc c'est un travail. L'animation, pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, et c'est ce qui surprend d'ailleurs les candidats dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que je vis avec eux, parce qu'on me rapporte tout. Je sais tout de A à Z, parce qu'on a des réunions sans arrêt, parce qu'on a des débriefings, parce que le débriefing est fait par les journalistes avec un rédacteur en chef, qui le fait avec le producteur, qui lui-même est en contact permanent avec moi. Donc, ce qui est bien déjà dès le départ, c'est que on ne se pose pas la question de savoir si on a les mêmes valeurs et si on a les mêmes besoins, les mêmes envies. On les a. On part de ce principe de base. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on ne décide pas tout seul. Et parfois, je peux dire, tiens, ce serait bien qu'on fasse ça. De temps en temps, on dit, non, pas du tout, non, c'est une connerie. Ok, voilà, on est 4 ou 5, vous êtes 4 à dire que c'est une connerie, soit. Et puis parfois, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir une bonne idée. Et pareil de tous les côtés. Mais c'est de la discussion que naît justement, j'ai envie de dire, l'évolution, l'avancée de Koh-Lanta. Et si Koh-Lanta existe encore aujourd'hui après pratiquement 25 ans, je suis persuadé que c'est aussi parce qu'on ne s'est jamais reposé sur les lauriers et qu'on essaye toujours de faire progresser le programme en gardant les fondamentaux, jeu de confort, épreuve d'immunité, conseil, mais en saupoudrant ça de nouveautés qui vont éviter aux candidats dans un premier temps de dire « bah ouais, non mais attends, tu vas voir, là aujourd'hui on a fait ça, demain c'est ça, après-demain c'est ça ». Non, ça marche jamais comme ça. Mais si le candidat pouvait le faire, vous imaginez le téléspectateur ? Parce qu'on a des téléspectateurs, c'est des psychopathes. Hein. Non mais moi de temps en temps je suis flippé, je rencontre des gens qui me disent « Denis, en 2012, sur le 3e jeu, vous vous souvenez, quand Jean-Pierre prend la main de Marie ». Ouais, Jean-Pierre, Marie, 3e. Donc, vous voyez, donc c'est compliqué. Et on a des candidats chaque année qui sont des. Vous regarderez, là j'ai dans ma tête Maël, qui vient de la tribu de l'Ouest, qui est un pur breton boulanger-pâtissier. Lui, il connaît tout de Koh-Lanta. Il est né avec Koh-Lanta, il a 25 ans, il connaît tout. Il sait quand est-ce qu'on débute un jeu, il dit « Ah ouais, non mais la dernière fois que ce jeu a eu lieu, c'était en 2022, et c'était machin qu'il avait gagné. » Ok, et il ne se trompe pas. Donc nous, pour tordre le cou à ces gens-là, eh bien on fait évoluer les choses. Oh, il ne reste plus qu'un papier, je crois. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de suspense pour la dernière question. Angèle, soit il faut être premier, soit dernier, hein. Bonjour. Alors moi j'avais une petite question, c'est est-ce que à un moment de votre carrière vous commenciez à vous lasser de Koh-Lanta ? Alors pareil, je vais commencer par une question que je vais te poser. Est-ce que si tu avais en face de toi un chirurgien qui exerce à l'hôpital de Lille, au CHU de Lille depuis 25 ans, est-ce que c'est la question que tu lui aurais posée ? Je sais pas. Je suis toujours surpris qu'on me pose cette question, alors que, moi, quand je dîne avec des gens de milieux très variés, très souvent, jamais je vais dire à quelqu'un tiens, t'es directeur commercial SBOT, t'en as pas marre ? Je pourrais poser éventuellement la question si je sens, dans sa façon de s'exprimer, qu'il y a une forme de lassitude.
Mais pas de prime abord comme ça. Alors que cette question que tu me poses, et je vais dire, on me la pose, ça fait 25 ans que je fais Koh Lanta, je pense qu'on me la pose depuis 18 ans. Vous n'en avez pas marre? Mais moi, je vais te dire, je suis à la tête d'une émission qui marche très bien, qui me permet de vivre exactement ce que j'aime dans la vie, de voyager beaucoup, d'être dans des endroits absolument incroyables, de vivre très confortablement de ce métier-là, d'avoir une liberté de mouvement extraordinaire à TF1 dans d'autres activités. Tu vois, je suis en train de produire un documentaire, je m'occupe du sport évidemment, je vais partir en tournage de Ninja Warrior très prochainement, donc tu vois, je n'ai pas que Koh Lanta. Mais je dis souvent, moi je suis beaucoup parti en colo quand j'étais gamin, j'adorais partir et j'adorais rentrer. Et ben quand je pars à Koh Lanta, je suis fou de joie. Quand je rentre, je suis fou de joie de retrouver les miens, ma famille, et puis voilà, et puis travailler à la post-production du programme, de voir ce programme qu'on a vu naître au tournage, devenir une émission de télévision. Donc non, j'ai pas de lassitude. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui me correspond parfaitement. En tout cas, c'est ce que je ressens au plus fort de moi-même. Et tu sais, le réalisateur qui travaille avec moi, Francis Côté, qui est d'origine canadienne, il est avec moi il vient de fêter ses 20 ans de Koh Lanta. Il n'a pas envie de partir. Le directeur général d'Adventureland Productions, qui produit aussi Koh Lanta, il est là, je crois, depuis 18 ou 19 ans. Il n'a pas envie de partir. Et puis les gens qui nous rejoignent, vous voyez, le directeur de production, qui est un gars de chez vous, qui est un type extraordinaire, Valentin Watley, il est là depuis 5-6 ans. Il a commencé comme régisseur, puis régisseur général, il est aujourd'hui directeur de production. Il sort d'une école de commerce, il est brillant, et il a pris la machine en marche, et il fait partie maintenant des... Putain, il est temps d'arrêter. Hein. Le décor s'effondre. Vous remarquerez que c'est pas Koh Lanta qui tombe, hein, c'est la Voix du Nord. Hein. Donc voilà, donc tu vois, il n'y a pas de... je te dis pas, il y a des matins où j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, la nuit où tu t'es fait bouffer par des moustiques, tu as mal dormi, tu t'es engueulé avec tes enfants parce que tu vois, tu as essayé de faire les devoirs en FaceTime avec eux le lendemain matin. Mais globalement, dans 80% du temps, je suis super content. Je disais à des jeunes journalistes de La Voix du Nord là, qui sont en formation, je leur disais, le métier de journaliste, parce que moi je considère que je suis journaliste, même sur Koh Lanta, même, je me considère comme un journaliste présentateur, c'est un métier qui est plus qu'un métier, c'est une vocation, c'est une passion. Et c'est ce que je dis toujours à mes enfants, c'est ce que j'ai envie de vous dire à vous les plus jeunes, c'est de vivre une passion. Bien sûr, ensuite, il sera important de savoir quelles sont les évolutions, comment on gagne bien sa vie dans ce métier. Ok. Mais quand le matin on se lève et qu'on est content dans sa vie, quel que soit son boulot, le temps qu'on passe le plus, c'est au boulot. Plus qu'avec sa famille, plus qu'en vacances, évidemment. Donc voilà, donc je pense que... Et c'est pour ça que je te dis, j'éprouve pas de lassitude, et au contraire, j'ai aussi une chance folle. Je te dis, je suis libre. Je délivre ce que j'ai à délivrer, mais j'ai pas de contraintes. Tu vois, je ne vais pas au boulot à 8h, je ne finis pas à 18h, à 19h. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fois, je peux travailler jusqu'à 2h ou 3h du matin, puis le lendemain, j'y vais pas, et puis je travaille depuis chez moi. Puis, enfin, voilà, j'ai une liberté d'action et de mouvement qui rend aussi mon métier passionnant, parce que, je te dis, quand je m'occupe un peu de foot, après je vais faire Koh Lanta, puis après je fais un doc sur des rescapés des camps de concentration, et puis ensuite, tu vois, enfin voilà, j'ai des tas d'activités qui font que je souhaite à tout le monde d'avoir une activité professionnelle aussi exaltante que la mienne. Merci. Alors, lui en est vide, mais je pense que peut-être certains d'entre vous ont encore des questions. Et pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit sur la vocation, le métier, je crois que quelqu'un avait une question là-dessus justement. C'était vous ?
Oui, j'avais une question qui était un peu en rapport avec ce que vous veniez de dire. En fait, je me demandais, le jour où vous allez décider de vous arrêter, alors le plus tard possible, parce que c'est très bien comme ça, mais quel animateur ou animatrice vous pourriez rêver de voir vous remplacer pour animer l'émission ? Je m'interdis de donner le moindre nom et je ne le ferai jamais. Parce que ce serait absolument pas rendre service à qui que ce soit que de le faire. C'est-à-dire que ça écarterait, ça pourrait écarter certains et ça mettrait un focus terrible sur. D'autant plus que là, au moment, j'y pense pas. Si demain on me dit Denis, il va falloir laisser ta place et on a vraiment besoin de toi avec un rôle de consultant pour savoir qui tu imagines. Voilà, j'y pense pas. Voilà, je suis persuadé que le programme continuera après moi, parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant depuis 25 ans, que je ne peux pas imaginer que voilà, ça s'arrête. Et puis moi, voilà, j'ai 57 ans, je ferai pas... je tiens à cette période magnifique de la vie où on peut ralentir le travail et peut-être faire d'autres choses dans la vie que ce qu'on a fait pendant toute son existence. Donc je ne ferai pas les années de trop. Mais enfin, je suis encore loin de partir. Et encore une fois, je vous dis, si je faisais Koh-Lanta 12 mois sur 12, peut-être que j'aurais une forme de lassitude, peut-être pas, mais d'envie de passer. Mais là, non, puisque je fais d'autres choses. Ce sera une grosse pression pour celui qui remplacera, en tout cas. Il y aura de la comparaison, je pense. Ah non, mais je crois qu'il faut... Dès l'instant où vous imaginez que vous êtes irremplaçable, c'est que vous êtes perdu. Et vous avez quitté le sol. Jamais de la vie, je ne me suis dit ça. Et tout prouve le contraire. C'est regarder toutes les stars qu'on croyait indéboulonnables de la télévision, lorsqu'elles ont été remplacées, eh bien, les programmes ont perduré, les moments d'information ont continué avec beaucoup de succès. Donc voilà, moi je suis très tranquille avec ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire, heureusement que je laisserai, après plus de 25 ans de présentation de cette émission, quelques habitudes aux gens qui l'ont regardé. Ça me fascine toujours, je vois des gens qui me disent « Mais Denis, mais moi j'ai 35 ans, je vous connais depuis que je suis tout gamin. » Et puis des gens qui me disent « Moi je t'ai connu jeune, maintenant j'ai des enfants qui te regardent. » Enfin, c'est ça qui est... Le temps qui passe, c'est ce qui permet aussi de voir... Enfin, 25 ans, c'est plus d'une génération. Donc c'est... Ouais, c'est... Dans un monde qui est quand même vachement plus éphémère, normalement. C'est rare, les émissions qui durent 25 ans. Laïs, je crois que tu avais une question sur les vocations, le métier. J'ai vu que vous aviez eu un parcours scolaire assez atypique. Vous êtes passé par de la médecine avant de vous intéresser au journalisme. Donc ma question, c'était de savoir si vous aviez des conseils à donner à des jeunes qui ont du mal à s'orienter. T'es en quelle classe ? En terminale. Tu veux faire quoi ? La science politique. C'est bien. Tu vas tenter Sciences Po ? C'est ça. Ouais. Super. Et tu vas être journaliste peut-être après ? Pourquoi pas ? Tu sais que c'est une voie royale pour intégrer les bonnes écoles de journalisme. Surtout si tu vas à Sciences Po, il y a une école intégrée. C'est vrai. Mais en plus, quand tu as fait Sciences Po, tu peux même... La meilleure école de journalisme, aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est le SJ à Lille. Hein. Et je dis ça alors que ce n'est pas celle que j'ai faite. Effectivement. Mais en tout cas, celle qui est considérée comme aujourd'hui la plus performante, avec le CFJ notamment, mais bon. La première chose, fort de mon expérience, que j'ai envie de te dire, tes parents ne sont pas là ? Bon. Ne pas écouter ses parents. Et ne pas te laisser guider par tes parents. Tu lui as dit que j'avais fait médecine. J'ai jamais eu envie de faire médecine. Mais moi, je voulais être journaliste. Ma mère, qui est prof de maths, m'a toujours dit « Mais t'es pas un littéraire, t'es un scientifique. » Absolument pas. Voilà, j'étais plutôt polyvalent, j'étais pas trop mauvais en maths, j'étais correct en français, en langue, et j'aimais bien l'histoire géo. Mais donc quand je suis sorti, j'ai eu un bac C, parce que à l'époque bac de maths, parce que ma mère était prof de maths, donc et elle m'avait toujours dit bah, si tu fais un bac C, tu pourras choisir ce que tu veux après. Ce que j'ai fait, elle m'avait demandé de faire du latin, ça a été aussi pareil. Enfin, bref, j'ai écouté pas mal, et donc quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire une fac de sport de 3 ans pour pouvoir préparer les écoles de journalisme, là, j'ai senti que voilà, mes parents qui avaient fait de hautes études, c'est comme si je leur avais annoncé que j'arrêtais mes études. Donc là, je manquais de personnalité. Et je me suis dit, bah, tiens, ils ne veulent pas, donc je vais aller... qu'est-ce que je peux faire qui va leur plaire et où il n'y a pas de concours d'entrée tout de suite ? La médecine. J'avais mon meilleur pote qui était en médecine. Lui est devenu médecin. Très bon gastro, mais moi, j'ai fait une année...
J'avais une fiancée à l'époque, je veux dire, je la voyais beaucoup plus que je ne voyais mes cours. Hein. Et voilà, donc ne pas écouter tes parents. Savoir ce que tu veux faire. Non mais à partir de la terminale, tu vois, donc discuter avec eux. Mais le final cut, c'est toi qui dois l'avoir. Par rapport à ce que tu veux faire. Poser des questions, te renseigner, faire des carrefours des métiers. Tu vois, moi j'ai souvent participé à des carrefours de métiers dans les collèges et lycées de mes enfants. Parce que ça me paraît important que des professionnels viennent expliquer. C'est bien beau qu'un prof t'explique ce que vit un journaliste, ce que vit un médecin, ce que vit un kiné. Non, il faut que ces gens-là te donnent ce qu'est le cœur même de leur métier. Et puis ensuite, il faut te donner, il faut être ambitieux. Je le disais tout à l'heure, l'ambition c'est positif. Je parle à tout le monde là, mais il faut être ambitieux dans la vie. C'est une compète la vie. C'est une compète. C'est une compète par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous donnez comme objectif et ce que vous êtes capable d'atteindre. Et puis c'est une compète par rapport aux autres. Parce que c'est une pyramide. Et encore une fois, je ne parle pas d'argent, là, je ne parle même pas de pouvoir, je parle de l'intérêt du métier, je parle de la progression dans un métier. Donc voilà, et puis tu veux faire de la science politique, ça t'ouvre des portes pour le journalisme, pour la diplomatie, pour plein de boulots extrêmement passionnants. Tu vois, moi je dis toujours, si je n'avais pas été journaliste, j'aurais aimé être avocat ou faire Sciences Po. Non mais tu vois, c'est des choses comme ça. Donc les conseils que je te donne, c'est fonce. Et donne-toi les moyens de tes ambitions. Et ne pense jamais que tes ambitions, elles sont trop hautes. Elles sont toujours trop basses. Tu iras, et si tu penses comme ça, tu iras au-delà de tes ambitions. Et donc tu auras une satisfaction. Et puis la fois d'après, tes ambitions, tu les mettras, tu vois. Et encore une fois, tords le cou. En France, on n'aime pas. Tu vois, j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps, là. Aux États-Unis, les gens aiment être ambitieux. On aime l'ambition. Personne ne critiquera quelqu'un qui dit « Ah, moi, je veux ça ». En France, on essaye, tu vois, mais je sens que tu as une vraie personnalité et que tu es ambitieuse. Donc, forza, tu fonces. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont encore... Eugénie, dans leur sac. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Tu veux pas qu'on se dise encore un truc? Non? C'est pas grave, Eugénie, tout va bien. Quelqu'un encore Émeric? Ok, t'as le micro. C'est une question un peu moins profonde que celle qui vient d'être posée, mais juste, je me demandais, pendant les épreuves qui durent des heures, qu'est-ce que vous faites, vous? Je m'endors. Ben non, mais ça dépend quelles épreuves. Il y a des épreuves où tout peut se passer tout le temps, donc je suis là, parfois en plein cagnard, sans casquette. Voilà, donc c'est un peu chaud. Sur l'épreuve de l'orientation, dès qu'ils sont partis, moi je prépare parce que, en gros, l'épreuve d'orientation c'est le 39e jour. Le 40e c'est le dernier, avec les poteaux plus le dernier conseil. Donc ça fait beaucoup de choses à préparer. Donc avec mon producteur, on est dans ma petite tente, loge, pas très loin. Je suis toujours en tenue, etc. Prêt à bondir, on me dit « Ah non, il y a machin qui revient !» Et je vais vers la table d'orientation. Voilà, donc ça, cette épreuve-là. Et sur les poteaux, quand on sent que sur la première marque, ils sont vachement faciles, pareil. Là, on prépare le conseil du soir. Voilà. Et puis, une fois qu'ils sont sur la deuxième marque, voire la troisième, là, je suis là tout le temps parce que ça commence à bouger et il faut que je sois là quand, tu vois... Mais autrement, les autres, tu vois, les cochons pendus, tout ça, je reste. Parce que tu sais pas, à tout moment, ça peut tomber, quoi. Les étoiles, enfin, toutes ces épreuves-là. Ok, merci. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot de la saison qui arrive, ouais. Donc, le retour des 4 terres. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à la première édition des 4 terres dans les règles? Il y a toujours l'île de l'exil. Ouais. Alors en gros, donc 4 équipes, nord, est, ouest et sud. Les couleurs violet donc pour le nord, orange pour l'ouest, bleu pour le sud et vert pour l'est, avec 6 aventuriers dans chacune des équipes, ça fait donc 24 au total. La parité, dans chaque région, il y a 3 hommes et 3 femmes. D'ailleurs, on voit certains... Et il faut imaginer que sur chaque jeu de confort, il y a 2 récompenses. L'équipe qui remporte le jeu de confort choisit entre les 2 récompenses. L'équipe qui termine deuxième prend la récompense qui n'a pas été choisie par les premiers. Les 3e sont quittes et les 4e vont sur l'île de l'exil pendant une journée. Vous voyez, un campement, c'est dans l'an du sable et un peu de verdure, etc. Et puis là, l'île de l'exil, c'est d'égaler avec d'égaler
et d'égaler. Donc c'est pas facile, voilà, un, de trouver à manger, deux, de se faire un petit nid douillet pour dormir. Vous verrez sur le premier épisode que la première équipe qui va là-bas, ça commence dans le dur, quoi. Dans les épreuves d'immunité, dans les épreuves d'immunité, pour être sûr, voilà, c'est l'équipe qui perd qui va au conseil, et l'équipe qui gagne qui a le totem, avec pas mal de rebondissements qui auront lieu. Mais si je devais vous parler des purs... alors, il faut bien imaginer que, faites bien attention, hein, le Nord, c'est pas juste le Nord-Pas-de-Calais. Hein, on divise la France en 4. Donc vous voyez, l'Ouest, ça va de Biarritz à la Normandie. Le Nord, ça va du Loiret à Dunkerque. L'Est, ça va des Vosges aux Alpes. Voilà, et le Sud, on va en Ardèche, on va à Marseille, on va à Perpignan. Donc, vous voyez, c'est des grandes régions françaises. Non, je voudrais vous parler d'un type qui est assez incroyable. Pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, et c'est dans l'équipe du Nord, un aventurier vient après sa maman. Alan. Voilà. Le Dunkerquois. Le Dunkerquois, le docker Dunkerquois. Alors, il a été malin, parce que s'il nous avait dit effectivement que sa mère avait fait Koh-Lanta, je pense qu'on ne l'aurait pas pris. Et on aurait eu tort. Parce que je l'avais rencontré à la finale lorsque sa mère, c'était un petit bout de chou à l'époque. Le mec, c'est pas qu'il est motivé, c'est que c'est sa vie. Et enfin, vous le verrez, Alan, bon accent de Dunkerque. Voilà. Vous avez dans les puristes du Nord, il y a Frédéric aussi, qui fait du Krav Maga, qui s'occupe du sport dans sa commune. Et puis, alors attendez, parce que Mohamed. Et Mohamed. Vous aimez le parcours, les gars, là? Le street workout et tout ça? Les spécialistes de ninja? Mohamed, regardez son portrait, là. Moi, rien que quand il passe d'une barrière à un toit, un machin, enfin, vous le faites pas, hein. Parce qu'il faut des heures et des heures d'entraînement pour être capable de faire ce qu'il fait. Et lui, pareil, il s'occupe de jeunes. Voilà, un type assez solaire. Je pense que les filles le trouveront beau. Enfin, pas que les filles, d'ailleurs, mais enfin, assez beau mec. Voilà, et puis les trois autres du Nord viennent plus. Claire vient de région parisienne, Johanna aussi. Et la dernière, comment s'appelle-t-elle? D'un seul coup, j'ai un trou de mémoire. Andrea, voilà, Andrea. Elle vient du Loiret. Voilà, mais ça va faire une équipe. Regardez bien, quand vous allez voir, quand Alan, par exemple, comprend qu'il va non seulement jouer pour sa propre personne, mais qu'il est représentant du Nord, alors là, ça change tout. Non, mais ça décuple la motivation. C'est dingue comment on est en France régionaliste. Et si on disait demain, tiens, on va faire les Dunkerquois contre les Lillois, on serait encore très attachés. Et vous allez être attachés à votre région. C'est comme dans Miss France, c'est comme dans plein de choses. C'est-à-dire qu'on aime soutenir les gens de sa région. Et vous allez avoir des gens hauts en couleur. Et voilà, je pense que vous serez, je l'espère en tout cas, fiers d'être nordistes et fiers d'être violets. Hein. D'accord, Gaspard? Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a des traits de caractère selon les... Alors là, c'est des très grandes régions, alors c'est difficile, mais est-ce que selon les coins de France... Ils se sont chambrés dès le départ, vous verrez, ils se sont chambrés. Les mecs du Sud, ils tchatchent plus. Ça tchatche tout de suite. Moi, je viens de Marseille. Voilà, mais c'est ça que j'aime bien. Et les nordistes arrivent en disant, voilà, nous on fait peut-être moins de bruit, mais on a le sens de l'accueil, on a le sens du partage. Enfin voilà, c'est les gars. Mais je pense que c'est assez réducteur. Parce qu'il y a plein de gens dans le Sud qui ont le sens du partage, et puis il y a des gens dans le Nord qui l'ont pas, et puis qui sont tchatcheurs et qui ont le verbe haut. Donc je pense qu'il faut raison garder par rapport à tout ça, quoi. Je pense qu'il ne faut pas être trop dans la caricature. Néanmoins, voilà, c'est vrai que je trouve que ce qu'on donne comme symbole aux régions, on le retrouve dans Koh-Lanta. Ouais, si, on le retrouve. Mais vous verrez, je vous parlais de Maël tout à l'heure, je pourrais vous parler de Noémie, qui sont deux Bretons, mais attendez, ils sont Bretons avant d'être Français. Et voilà, et donc dans Koh-Lanta,
représenter l'Ouest, donc la Bretagne, à chaque fois, Maël, il commence pas une phrase en disant « Bon, moi le breton » ou « Aujourd'hui pour la Bretagne ». Donc c'est assez fort. Et puis je trouve que les gens se retrouvent. Quand la Marseillaise parle avec le gars de Perpignan, ils font partie de la même équipe. Et ils sont du Sud. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question sur le banc? Allez, c'est le moment ou jamais. Ouais, exactement. La maman de 5 filles, j'en reviens pas encore. Bah oui. Un indice de la couleur qui va gagner? Oui, carrément. Alors, je vous donnais mon âge tout à l'heure. Malheureusement, je suis de plus en plus amnésique. Et je perds la mémoire. Et pour des choses comme ça, je perds totalement les notions. Je ne peux pas vous donner d'indice. Mais vous savez, je vous répondrai en vous disant que je pense qu'en 25 ans, je n'ai jamais trouvé le gagnant ou la gagnante d'une saison de Koh-Lanta. Parce que vous le voyez vous-même, si vous regardez régulièrement cette émission, ce n'est pas les forts en gueule du début qui sont les très forts d'après. Et j'ai envie de vous dire, je ne souhaite qu'une seule chose à cette nouvelle saison des Quatre Terres, c'est qu'on ait des surprises aussi fortes que sur la première. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez tout ça en mémoire, mais pour l'équipe, c'est l'équipe de l'Est qui avait gagné avec Alexandra. Mais si vous remémorez les 3 premiers jours de l'équipe de l'Est, Alexandra, elle avait 39 de fièvre, elle avait sa capuche de sweatshirt sur la tête. S'ils étaient allés au conseil les premiers, elle sautait à l'unanimité. Elle gagne Koh-Lanta. Voilà, c'est le symbole de Koh-Lanta. Parce qu'elle était très forte dans les épreuves, parce qu'elle avait cette capacité à observer les gens, parce qu'elle a apporté quelque chose dans cette équipe. Voilà, et puis je ne peux pas non plus parler de cette saison sans avoir une pensée pour Bertrand Camel. Parce que c'était les Quatre Terres, parce qu'il avait été éliminé sur une épreuve éliminatoire des grappins, alors qu'il avait une route toute tracée pour aller au moins en finale. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a tous marqués par sa gentillesse, sa bonhomie, son côté extrêmement entier et positif. Et je trouvais que c'était un tel symbole. Si Koh-Lanta peut aussi véhiculer des valeurs positives, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Bertrand Camel, c'est une maman bourguignonne, un papa marocain. Bertrand Camel, il avait les deux cultures. Voilà, et je trouvais ça extraordinaire. Quand son papa faisait le ramadan, c'est lui qui faisait à manger pour sa femme, qui elle ne faisait pas le ramadan. Voilà, cette espèce de tolérance, ces belles valeurs. Il est parti aujourd'hui, il avait 30 ans. Je pense que voilà, on a tous, l'équipe technique, mais même les aventuriers, les Quatre Terres, ça veut dire aussi beaucoup par rapport à l'émotion du départ brutal de Bertrand Camel. Et si je peux me permettre une dernière petite question. Bien sûr. Alors peut-être la question piège. Est-ce que vous connaissez le vainqueur? Parce qu'en fait, le dernier conseil, tout le monde vote et souvent la caméra est sur le bulletin de vote. Donc est-ce que vous connaissez d'avance ou pas? La réponse est oui. La réponse est oui. On est 3, à savoir le réalisateur, qui est en régie, le producteur, qui est derrière la caméra des votes, et moi. Tous les techniciens partent. C'est-à-dire qu'au moment du dernier vote, il n'y a plus un technicien sur place. Sachant que chaque technicien, et moi le premier, on signe un document de confidentialité à respecter tout au long de la diffusion et même avant, tout au long de la préparation du montage, etc. Mais on est 3 à savoir voilà le résultat en instantané. C'est pour ça que c'est dur de faire fuiter les choses sur la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était passionnant. Merci. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Oui, tout le monde est content. Super. Bon. On va passer à un petit temps d'échange plus informel pour ceux qui veulent. Et vous n'oublierez pas qu'on va d'abord faire une photo de groupe. Et après, vous n'oublierez pas de passer voir ma collègue Élodie pour vos petites impressions de cette rencontre, pour un petit débrief. Mais on va d'abord faire la photo de groupe avec Alexis qui est là. Allez.
Merci. Ouatcha. Je peux enlever ça là. C'est fini hein. Et bravo pour les questions les plus jeunes là. C'est pas facile parce que non seulement les autres mais il y avait des questions en face, pas facile. Oui, je parlais des États-Unis par rapport à la France. Aux États-Unis, à l'école, 80% des examens c'est à l'oral. Mais la vie c'est l'oral. En France, 80% des examens, on a tendance à un peu maintenant inverser la tendance, c'est à l'écrit. C'est ça.